Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, également à New York et à Shanghai, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Vous publiez un livre qui s'intitule « La guerre qui revient ». Et précisément, c'est de cela dont on va parler. Je voudrais qu'on essaye avec vous d'avoir un coup d'avance. Est-ce qu'on a basculé dans un autre monde? Est-ce que nous allons être entraînés dans la guerre? Est-ce que la France est prête à faire la guerre? Est-ce que les Français eux-mêmes sont prêts à rentrer dans cette guerre? Les jours qui viennent seront de plus en plus durs. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir. Ma première question est très simple. Emmanuel Macron, il affirme, je le cite, que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Est-ce que factuellement c'est vrai? Factuellement, la Russie est en guerre avec l'Europe et l'Occident. Et nous sommes en phase de résistance et de préparation à la guerre. Nous sommes dans l'avant-guerre, où je dirais, pour ceux qui ont connu la période 40, la fameuse drôle de guerre, on est dans la pas drôle de guerre de l'épisode juste avant, l'épisode où on doit se préparer à la guerre. On va se préparer la semaine prochaine à une économie de guerre. On est en train de se préparer à un retour aux concepts fondamentaux de la souveraineté sur à peu près tout. La pandémie nous a déjà mis dans cette situation. Ce qui est en train de se passer en Ukraine renforce encore ce besoin. Et donc, il se trouve que nous sommes aujourd'hui dans un climat d'avant-guerre vers la guerre. Le chef d'état-major des armées a publié de manière assez inédite une sorte de vision stratégique il y a quelques jours où il expliquait qu'il fallait préparer la guerre avant la guerre. Je pense qu'il a raison. Et il faut aussi préparer la guerre pendant la guerre. La guerre a commencé. Elle a commencé, nous la voyons, elle est devant nous. Nous avons cru échapper à tous les autres épisodes préparatoires, précurseurs, y compris la Géorgie, qui semblait lointaine, l'explosion de l'ex-Yougoslavie, qui semblait être un relent de vieux remugles du passé entre religions et cultures. Là, elle est là, et il va falloir faire avec. La réalité gagne toujours, elle vient de nous rentrer directement dans la figure. C'est le retour du réel. Il a parlé du tragique, pour vous, c'est le retour du réel. Le réel est tragique et le tragique est très réel. Alain Boer, on va essayer de comprendre concrètement ce que ça veut dire. Si ça veut dire que militairement, on va se retrouver impliqué, si économiquement, comme vous le dites, il y aura des conséquences. Un mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron, par Jean Castex, et également qui est le mot de soutien indéfectible. Ils disent que nous soutiendrons de manière indéfectible le peuple ukrainien. Mais dans les faits, le président ukrainien le dit, ils sont seuls pour se battre. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? C'est tout à fait contradictoire, mais l'Ukraine, c'est l'Afghanistan de l'Europe. C'est le ventre mou de ce qu'on appelait le grand jeu. Le grand jeu, c'était quand les empires décidaient de ne pas se rencontrer brutalement et créaient un espace intermédiaire, une sorte de terrain de jeu où on pouvait se taper sans se faire trop mal. Et donc, l'Ukraine, c'est cet endroit-là. Mais ce n'est pas une histoire de la semaine. Ceci a été déterminé à deux moments précis de l'histoire par M. Brzezinski, il y a 50 ans, qui expliquait que la Russie était un empire avec l'Ukraine, mais que sans l'Ukraine, elle n'était qu'un État. Et donc, il y a toujours eu une volonté très particulière, Brzezinski était polonais et catholique, ce qui n'est pas tout à fait secondaire dans cette affaire, de, à tout prix, n'avoir qu'un seul empire, l'empire américain. Ils n'ont pas vu arriver la Chine, et désormais, c'est un jeu d'échecs à 3. Les deux premiers décident de l'élimination du troisième avant de se battre entre eux. L'Europe n'est pas encore réussi à entrer en tant que... Quand vous dites les trois, c'est qu'en effet, il manque le quatrième. L'Europe, en réalité, n'est même pas assise autour de l'échiquier. L'Europe, c'est un espace de gentils bisounours consuméristes qui se préparait au métavers ou au transhumanisme et qui avait un peu de mal à imaginer le problème de la puissance et de l'existence. L'Europe n'a fait que se battre entre elles. Elle n'avait pas compris le reste. Et donc, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est la préparation à un rééquilibrage général où on ne sait pas très bien qui va gagner à la fin, mais tout le monde va se battre pour accéder à la prééminence stratégique. Les Russes ont plus peur des Chinois qu'ils n'ont peur des Américains. Les Chinois ont plus peur des Américains qu'ils n'ont peur des Russes. Et donc chacun se fait des petites opérations entre eux, sous le regard attentif de l'Inde, qui ne sait plus très bien où elle habite, du Brésil, dont vous avez pu noter qu'il n'a pris aucune position. Ce sont de très grands pays très peuplés. Et puis de toute une série de micro-puissances. Justement, je voudrais qu'on essaie de comprendre les conséquences pour nous, Français. Quand vous parlez de se battre, est-ce qu'il y aura un déclic? Est-ce qu'il y aura un moment où on ne pourra plus reculer et garder cette guerre à distance? Il y a eu hier, par exemple, la Suède qui a détecté que 4 avions de combat russes avaient violé l'espace aérien. Est-ce que ça, c'est une forme de provocation? Est-ce que c'est les Russes qui testent les limites? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Les Russes testent toujours les limites. C'est d'ailleurs pour ça que la Finlande s'appelle la Finlande et qu'on a inventé le concept de finlandisation qui nous explique que l'Ukraine devrait disparaître, la finlandisation telle qu'on l'imaginait. C'est le résultat invraisemblable de l'opération menée par Vladimir Poutine. Il a réussi à inventer et à réunifier une nation qui était extrêmement divisée, l'Ukraine, parce que son grand problème, c'est qu'il pensait que ses soldats étaient accueillis comme des libérateurs. Les régions qui résistent le plus fort sont les régions russophones. Kharkiv, c'est la ville la plus russophone. Le russe est même la langue officielle de la ville. C'est inattendu. Il pensait recevoir des fleurs, il reçoit des cocktails Molotov. Ça ne va pas bien du tout. Deuxièmement, il a réussi à inventer un héros churchillien, le président Zelensky, dont il disait le plus grand mal et à qui il ne veut même pas parler. Et troisièmement, il a réussi à réunifier l'Europe et à créer une sorte de climat de la défense en Europe, pas d'Europe puissance, ça c'est un peu exagéré, et qui va provoquer ce retour. Donc il y a ça. La Suède et la Finlande ne sont pas membres de l'Alliance Atlantique, et donc il est en train de les pousser vers l'Alliance Atlantique, alors que tout son objectif, depuis qu'il est là, depuis le discours de Munich en 2007, est d'arrêter l'expansion de l'Alliance Atlantique vers l'Est. Regardons les conséquences pour la France. On réinvestit, et c'est une des annonces d'Emmanuel Macron hier, on réinvestit massivement dans notre armée. On va augmenter encore le budget de la défense. Est-ce que ça doit être perçu comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle par les Français ? C'est une excellente nouvelle, d'autant que ceux qui ont voulu tuer l'armée en France, c'est Bercy. Seule la réaction très violente de Jean-Yves Le Drian après les attentats avait permis de sauver l'armée de terre. Nos comptables ont essayé d'asphyxier l'armée parce qu'après tout, le commerce avant tout, le reste ensuite. Donc, il y a eu un contre-pied par l'équipe de Le Drian et il est très sain et extrêmement sain que le président de la République ait annoncé ça. Je rappelle que le général de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, avait sauté à cause de sa ferme volonté d'éviter des coupes budgétaires que Bercy voulait encore. Donc, il a peut-être raison, alors qu'il a été à ce moment-là le général de Villiers et ses successeurs, parce que le général Lecointre et l'actuel chef d'état-major des armées ont tous été très virulents pour défendre le budget des armées et expliquer qu'il fallait réinvestir dans les armées. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que la France doit être un pays indépendant Vous et venez souverain. de mentionner à l'instant le chef d'état-major des armées, c'est le personnage clé évidemment, Thierry Burkhardt. On le connaît très peu, on le redécouvre évidemment tristement à la faveur de cette guerre. Quelle est sa doctrine face à la guerre, et est-ce qu'au fond il va devenir un chef d'armée active sur un front actif? Alors d'abord, les chefs d'état-major des armées sont toujours très actifs. Et je pense que la redécouverte du chef d'état-major des armées n'est pas une nouvelle triste, mais plutôt une nouvelle heureuse. Pas particulièrement parce que nous entrons dans une période très difficile, mais simplement parce qu'il a exprimé, et c'est assez rare, une doctrine propre, une vision stratégique qui est extrêmement intéressante parce qu'elle anticipe la problématique de toutes les guerres en même temps. La guerre dans l'espace, la guerre dans le cyber, la guerre de l'information, la guerre de la désinformation, la guerre conventionnelle. Bref, tout ce qui avait été déjà expliqué par un des opérateurs principaux de ces opérations, c'est-à-dire la manière dont la Russie avait anticipé la guerre, ce qu'on appelait la doctrine Gerasimov, eh bien lui, il a repris à son compte et c'est l'un des plus lucides militaires que nous ayons eu pour justement avoir anticipé ceci il y a quelques mois, bien avant ces opérations. Il a senti qu'il se passait quelque chose. C'est une nouvelle génération de militaires qui sont dans leur temps, dans leur espace et dans la technologie du temps. C'est pas la guerre en pantalon rouge de 14. Mais vous avez mentionné aussi la guerre conventionnelle, c'est-à-dire au fond, véritablement la guerre sur le terrain, la guerre avec des morts, la guerre avec des vies humaines qui sont fauchées. Est-ce que cette guerre-là, je vous pose la question très concrètement Alain Boer, est-ce que cette guerre-là va nous entraîner aussi ? Ça dépend de où Vladimir Poutine veut s'arrêter. Moi, j'étais insuffisamment pessimiste. Je pensais qu'il voulait uniquement privatiser la mer d'Azov, reconstituer l'ancienne Russie historique de la période la plus russophone, où tout le monde allait être accueilli comme des libérateurs. Ça ne s'est pas produit. Il est en train de le réussir militairement. La victoire de Poutine est inéluctable militairement. C'est un désastre politique, c'est un désastre moral, et je pense qu'il est en train de se jouer l'avenir de Poutine, non pas sur le terrain militaire, non pas dans les négociations, non pas avec les sanctions, mais au Kremlin. Car il est en train de se couper des organes, les services de renseignement, parce qu'il les a humiliés, et de sa propre armée, parce qu'il est en train d'en voir les limites et qu'il s'est très mal comporté vis-à-vis de ses chefs. Je veux juste que les choses soient très claires, si je comprends précisément ce que vous venez de dire. Militairement, Vladimir Poutine va gagner cette guerre. Il a gagné. Il a gagné la guerre sur son objectif principal, aller privatiser la mer d'Azov. Va-t-il aller jusqu'à Odessa ? C'est une discussion. Vous aviez tout à l'heure un intervenant extrêmement précis qui disait à peu près ça, et je suis assez d'accord avec lui.
Le reste, c'est de la pression, de la tentation, de la négociation et éventuellement l'élimination des cadres dirigeants de l'Ukraine. La résistance du peuple ukrainien a mis à bas cette idée de blitzkrieg formidable. La débandade des troupes conventionnelles russes a été la surprise de l'année. Il y a plusieurs milliers de morts russes. Vous savez qu'avant, on savait ça par la nécrologie, les petites annonces annonçant les décès pendant la guerre d'Afghanistan. Là, maintenant, on le sait, il n'y a plus de publication de nécrologie. La Russie a, y compris, censuré la nécrologie. C'est quand même un truc inédit. Maintenant, on le sait par les commandes de sacs mortuaires. Est-ce qu'il bluffe sur le nucléaire? Est-ce qu'il bluffe sur une attaque nucléaire? Il ne bluffe pas sur le nucléaire, mais la doctrine russe en matière de nucléaire, c'est aller jusqu'au seuil du nucléaire, se servir du nucléaire pour la négociation, mais ne pas l'utiliser. Ça a toujours été ça. C'est ça depuis 1996 et Evgeny Primakov. Ça a toujours été, ça n'a pas changé. Mais ça va jusqu'à la menace de l'utilisation nucléaire. Pour les Russes, la dissuasion est active. Elle n'est pas défensive. C'est un élément de l'offensive. Un élément de l'offensive. Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être extrêmement naïve. Est-ce qu'il faudrait s'obliger à considérer Poutine, un peu comme on aurait peut-être dû considérer Hitler en 1938. Est-ce que Poutine peut être celui qui voudrait aller plus loin? Alors, je vous explique, moi je suis un prof, et donc les profs, ils lisent ce que les terroristes d'un côté, les militaires de l'autre, les politiques écrivent. Et nous sommes un peuple fascinant. Les gens peuvent nous lire, écrire, chanter, rapper, hurler des choses, et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les croire. Hitler a tout écrit dans Mein Kampf. Poutine a tout dit en 2007 à la conférence de Munich. Il n'y a aucune surprise sur rien. Tout a été indiqué depuis 1996, du temps de Boris Eltsine, en disant pas un centimètre à l'est, et il y a deux lignes rouges, l'Ukraine et la Géorgie. On n'a pas voulu croire. Non, on les a pas crus. Poutine dit, vous nous avez humiliés, vous êtes des lâches, vous êtes des laquais, vous êtes des faibles. Bon, au moins du temps du général de Gaulle, il y avait quelque chose. Depuis, vous êtes aplatis devant les Américains. Nous voulions faire une grande Eurasie. Vous nous avez refusé. Vous nous avez grignoté. L'Alliance Atlantique n'a pas cessé de s'étendre. Et voilà. Et ben maintenant, c'est fini. C'est la guerre. Alain Bauer, vous avez peut-être entendu les mots du ministre de l'armée, du chef de l'armée de terre allemande, Alphonse Maïs. Alors, il a eu des mots incroyables hier. Il a dit « Je n'aurais jamais cru, après 41 ans de service en période de paix, devoir faire l'expérience d'une guerre et que l'armée que je dirige soit plus ou moins nu. » Il ajoute « Nous l'avons tous vu venir et nous n'avons pas été en mesure d'imposer nos arguments, de tirer les conséquences de l'annexion de la Crimée en 2014. » Il ajoute être très en colère. Il a raison, et puis pour en parler, Mme von der Leyen, qui était sa ministre avant de devenir la nouvelle chef de... L'ancienne ministre de la Défense allemande, qui aujourd'hui est donc voilà, qui est co-responsable du dénuement de l'armée allemande. Mais pas toutes seules, ils s'y sont tous mis. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous cru à cette paix par le commerce, alors que la vieille règle, c'est si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous sommes déshabillés. Pour des raisons comptables, pour des raisons économiques, pour des raisons idiotes, pour des stupidités administratives et surtout pour une croyance invraisemblable dans la supériorité culturelle de l'Occident. Je rappelle que pour nous, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Pour les Slaves, c'est un élément naturel du dialogue et de la négociation stratégique. Alain Bauer, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, disait ce matin « La France recommande à tous les Français dont la présence n'est pas essentielle de quitter la Russie. » Donc non seulement, évidemment, on aide aujourd'hui, il y a 3 bus qui partent de Kiev, on aide les Français à quitter Kiev, mais on demande aussi aux Français désormais de quitter la Russie. Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau champ de bataille, en quelque sorte? Tout est champ de bataille. C'est le charme de la guerre nouvelle génération russe, c'est que tout est champ de bataille. La réponse à une guerre où tout est champ de bataille, c'est tout est champ de bataille. Ce qui est intéressant, c'est la lucidité retrouvée sur ce terrain-là. Le ministre des Affaires étrangères a été ministre de la Défense, donc il sait de quoi il parle. Ils ont intérêt, ceux qui nous écoutent, peut-être même depuis la Russie, les Français à quitter véritablement. Vous partagez... Oui, alors quand on fait ça, il faut aussi ne pas en même temps couper toutes les liaisons aériennes avec la Russie. Il faut être un peu plus sioux. C'est un peu paradoxal quand même. Ils disent qu'il faut quitter la Russie oui, et en effet, il n'y a à plus ce moment-là, on crée liaison. les conditions d'un vol humanitaire spécial qu'on négocie avec l'État russe pour qu'il y ait un avion russe qui vienne évacuer les Russes qui sont dans les territoires européens. La France devrait le faire. Ce serait bien logique. Sûr. Ça serait intelligent surtout. D'aider les Français, d'aider les Russes à quitter l'Union européenne s'ils le souhaitent et les Occidentaux à quitter la Russie s'ils le souhaitent, comme on l'a fait dans d'autres endroits. Je rappelle que tout ceci est un extraordinaire remake de la zone afghane. Bruno Le Maire avait parlé de guerre totale, de guerre économique totale avant de regretter ces mots, mais il a quand même ajouté « Nous allons anéantir l'économie russe ». Est-ce que ces sanctions économiques sont efficaces? Ça ne marche jamais. Jamais.
L'arme économique n'a jamais fonctionné. Ou alors, 10 ans, 20 ans plus tard, en Afrique du Sud, et encore, avec la bonne volonté d'une partie de l'établissement sud-africain. Mais pas de manière immédiate. Mais ça n'est jamais immédiat. Et donc, je ne crois pas que ça soit immédiat. Je pense que le signal était plus de la com que de l'efficacité, que ce sont des indications pour les grandes fortunes russes qu'il va peut-être falloir changer de camp. Mais sur le moment... Dans un premier temps, ça renforce les sanctionnés. La Russie est sanctionnée depuis 2014, l'Iran est sanctionné depuis la nuit des temps. Enfin, tout ça n'a pas grande efficacité. Il y a une partie communication, c'est très important la communication en période de guerre. On le voit avec Zelensky et son petit téléphone. Donc, il a réussi à gagner la bataille de la com. Mais sur le fond, ça ne peut pas marcher tout seul. Alain Boer, justement, il y a aussi la diplomatie et là, il réside encore un espoir. Il y a une deuxième session de négociation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis lundi et les premières négociations? Est-ce que véritablement, ça a eu un impact là? Aucun. La Russie a besoin de faire croire qu'il y a des négociations. Il faut voir qui elle envoie, un sous-ministre de la Culture en perdition contre le ministre de la Défense ukrainien. On voit bien que ce n'est pas M. Shoigu qui est allé négocier. Là, on sentirait qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, ils ne prennent pas ça au sérieux, les Russes? Non, ils font durer parce que rien ne se passe comme prévu. Ils avaient 3 jours de vivres et 3 jours de pétrole. On est à 7 jours de guerre, donc il y a un problème déjà. L'intendance n'a pas suivi, ce qui est un problème que Napoléon connaissait fort bien. Ensuite, on est dans une difficulté majeure de réorganisation de la stratégie russe qui hésite entre l'encerclement et l'écrasement. Ils hésitent entre Grozny et Stalingrad. Stalingrad pouvant être les deux d'ailleurs. Kharkov, par exemple, c'est une ville qui a été prise et détruite et reprise et redétruite 4 fois. Donc ils s'y connaissent. Eux, ils sont en train de se venger des russophones de Kharkov qui sont restés trop ukrainiens à leur goût. Donc il y a plein de messages dans la guerre. Les messages dans les bombardements font de messages. À cette non, la négociation. Qui pourrait négocier? Le président Biden, s'il décidait de légèrement moduler son point de vue en expliquant qu'il comprend bien la problématique ukrainienne, qui comprend bien ce qui se passe en bas, dans la zone de Crimée, etc., et que peut-être ne veut pas s'en mêler, mais que pas touche à Kiev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul quelqu'un de la trempe d'un président des États-Unis serait jugé suffisamment crédible par Vladimir Poutine pour qu'il accepte de négocier? Seul quelqu'un de la trempe d'un président d'une puissance nucléaire de la taille des États-Unis, indiquant qu'il y a des limites qui nécessiteraient l'envoi de troupes américaines pour marquer l'arrêt du jeu, ou en tout cas une cessation du feu, permettrait probablement d'y arriver. C'est d'ailleurs le débat que tous les Européens, c'est d'ailleurs pour ça qu'on protège les pays de l'Alliance Atlantique, la Roumanie, la Pologne, les pays baltes, à la fois avec des forces aériennes et des forces terrestres. Mais le moment de dire que la partie est terminée, en tout cas qu'il y a une interruption, une pause dans les combats, c'est le moment où les États-Unis expliqueront qu'on ne touche pas à Kiev. Alain Boer, Emmanuel Macron, il a parlé hier de changement d'époque. Quels sont les codes de ce nouveau temps? Est-ce que vous le définiriez comme un temps dangereux, incertain, imprévisible? Chaotique. Nous sommes dans un temps chaotique. Nous sommes entrés dans l'espace où toutes les crises se sont cumulées, elles ne se suivent pas, elles arrivent les unes en même temps que les autres. C'est pas la guerre qui est totale, c'est la crise qui est totale. Et donc, face à cette crise totale, il faut entièrement réorganiser, notamment en France, qui est un pays avec un État puissant et fort. Eh bien, souvent, le président Macron s'est plaint des problèmes de ce qu'il appelait l'État profond. Contrairement à ce qu'il pouvait penser, l'État profond est plus comateux qu'agité. Moi, je pense pour la nécessité de résurrectionner l'État central en France et de lui redonner les moyens de ce qu'il fait et sa puissance et sa prééminence et surtout les garanties de l'indépendance et de la souveraineté. Est-ce qu'on pourrait le faire suffisamment vite? Est-ce que la France est prête? Alors la France, c'est un moteur diesel mais à explosion. C'est une curiosité. Le moteur diesel, ça met toujours très longtemps à chauffer, puis de temps en temps. Alors la France, c'est ce pays-là, c'est ce pays absolument invraisemblable où le système D contourne la bureaucratie, crée les conditions exceptionnelles d'action. On le sent dans la résistance, dans les commandos des armées, les commandos d'action en profondeur. Bref, tout ce qui fait le terrain, la première ligne durant la pandémie. On a bien vu ce qui marchait et ce qui marchait pas. La bureaucratie s'est effondrée, la première ligne a sauvé le pays. Et ben c'est exactement la même chose. Je pense que dès lors qu'on dira aux Français des choses très justes, et le président hier de la République, il a eu des mots qui ressemblaient à peu près au discours de Churchill du sang et des larmes en version light. Parce qu'il ne nous a pas annoncé le bonheur et les petites fleurs. Ce n'était pas un discours de candidature heureuse, c'est un discours de candidature de combat.
je mets la candidature potentielle de demain un peu de côté, mais c'est un discours de combat, c'est un discours de on va pas rigoler, ça va être long, ça va être difficile. Je pense que ces messages-là, et d'ailleurs on le voit avec les Français qui vont se battre en Ukraine, qui ne sont pas ukrainiens, qui n'ont pas de lien particulier. Français qui parfois n'ont aucun lien avec l'Ukraine et qui soudain se sentent en quelque sorte appelés et veulent répondre à l'appel du président Zelensky. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu le micro de l'appel du 18 juin. Eh bien, c'est un peu cet appel-là qui est en train d'être attendu à la fois en interne et en externe. Je pense qu'il se produit quelque chose dans la société française pour lui rappeler que, eh bien oui, le temps des beaux jours n'est pas revenu. Le réveil du réel, comme vous le dites, le réel qui nous revient en plein visage. Alain Boer, merci d'avoir tenté de décrypter avec nous les codes et de tenter d'avoir un moment d'avance, un coup d'avance peut-être dans ce jeu d'échecs, comme vous le dites. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense, de sécurité, professeur chargé de la sécurité, de la défense et du renseignement. Le titre de votre livre, La guerre qui revient.